Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un café. J'espère que vous allez tous bien. Je me trouve aujourd'hui à Orléans. Ça y est, notre road trip touche à sa fin et Orléans, c'est vraiment un petit peu la dernière étape. Mon copain est à Paris et moi, du coup, je suis à Orléans et je travaille dans une petite chambre d'hôtel et je suis d'ailleurs en train du coup d'enregistrer ce podcast. Et cette semaine, je suis pas très en avance puisqu'il est mercredi 16h40 et que l'épisode doit être en ligne demain à 6h, donc ça va être une longue soirée montage. Je me conditionne juste à l'avance en sachant que c'est ce qui m'attend pour les prochaines heures. Comme je disais, du coup, notre road trip touche à sa fin et pour la recommandation de cette semaine, je tenais à vous parler d'une série en fait qui nous a accompagnés durant tout ce road trip puisqu'on l'a commencé en début de voyage et que là, on a regardé le dernier épisode disponible de la saison 3 hier soir. Donc ça nous a vraiment accompagnés jusqu'au bout. Il s'agit de la série Yellowstone. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Elle est disponible en France sur Salto. Et il s'agit en fait de la vie d'un grand ranch dans le Montana aux États-Unis, qui est presque en fait un empire, puisque ce sont de très grands propriétaires terriens. C'est la vie du coup de cow-boys et en même temps sont mêlées à ça des histoires de famille, des histoires de politique. Et franchement, on a adoré. Moi j'adore les chevaux, le monde des cow-boys, entre guillemets. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours eu un attrait pour ce genre de culture entre guillemets, ou alors plutôt ce mode de vie. Les paysages sont absolument incroyables, c'est dans le Montana, donc c'est des plaines américaines ou alors aussi les montagnes dans les vallées. Les paysages sont incroyables dans cette série. La saison 4 est sortie aux États-Unis et hier, le dernier épisode de la saison 3, c'est un suspense absolument terrible. Je vais pas vous spoiler si jamais vous avez envie de regarder la série, mais vraiment, ils ont pas été cool parce que c'est le pire suspense qu'on pourrait imaginer. On a vu que la saison 4 du coup allait sortir en mai l'année prochaine, alors qu'elle est déjà disponible aux États-Unis. Je pense qu'on va pas pouvoir attendre si longtemps, je sais pas comment, mais on va essayer de trouver une solution pour la regarder. On a déjà testé les VPN, etc. Mais il faut des cartes à l'étranger, enfin bref, c'est un petit peu compliqué. On va pas non plus tenter le diable, mais si on peut arriver à récupérer cette saison 4, ce serait incroyable. Apparemment, ils viennent aussi de signer la saison 5 et des spin-offs vont être annoncés également. Donc franchement, je crois qu'on peut pas être plus heureux. Et cette recommandation fait vraiment sens puisque elle nous a accompagnés tout au long du road trip, comme je disais. Ça nous a vraiment transporté un petit peu dans un autre monde aussi. Donc Yellowstone, comme le nom du grand parc naturel, si je dis pas de bêtises. Ça met un doute, mais il me semble que ça vient Yosemite. Attendez, j'ai un doute, je vais vérifier en direct parce que sinon je vais avoir l'air bête. Yellowstone. Oui, c'est un parc naturel, c'est bien ça. Parc naturel de Yellowstone, exactement, dans le Montana. Et la série s'appelle comme ça puisque c'est le nom du ranch du coup. Et avant de pouvoir m'y rendre, parce que vraiment si j'ai un rêve sur ma bucket list depuis toujours en fait, c'est de faire justement une espèce de randonnée ou vivre l'expérience vraiment de la vie entre guillemets de cow-boy. Ça fait un peu les Indiens et les cow-boys quand je dis ça, mais vraiment la vie d'un ranch en fait, faire des balades dans ce genre de paysage, c'est absolument incroyable, plutôt l'été puisque l'hiver ça a l'air quand même très froid. Mais voilà, c'est un mélange du coup de plein de choses. C'est ma recommandation de la semaine. Si jamais vous vous lancez dans cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieuse d'avoir votre retour. Cette semaine du coup, il s'agit de la toute première FAQ. Je vous ai annoncé dans l'épisode de la semaine dernière que j'avais envie de lancer des épisodes un petit peu, c'est même pas bonus, c'est spéciaux avec soit des petits jeux, etc. ou alors une foire aux questions. Et j'ai décidé de commencer par une foire aux questions. Et puis ça permet d'aborder des sujets que soit auxquels je penserais pas forcément, ou alors juste différents. Je vais donc reprendre la FAQ sur mon compte Instagram. Je suis pas très organisée pour cet épisode. Comme je disais, c'est assez spontané l'installation du jour. Je suis assise sur un lit, j'ai mon sac de mon appareil photo qui est posé sur mes jambes pour monter le micro et j'ai l'appareil photo dessus. C'est assez précaire comme installation, mais j'espère que ça va fonctionner. De toute façon, j'ai pas le choix, l'épisode doit être mis en ligne. Je commence du coup avec la première question et c'est: quand déménages-tu à Bordeaux ? Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai absolument pas prévu de déménager à Bordeaux. Ce que je disais en revanche sur Instagram, c'est que on a vraiment
adoré le sud-ouest, on a eu un coup de cœur pour cette région et en particulier pour les Landes. Je suis pas très grande ville, j'ai beaucoup aimé Bordeaux, mais de là à y vivre, c'est pas du tout dans les projets. On a vu des amis à Bordeaux qui y sont depuis quelques années à peu près et qui sont tombés vraiment amoureux de cette ville. Ils nous ont vendu la ville pendant 3 jours. On les comprend, honnêtement, c'est une ville qui, je pense, est très agréable à vivre, mais c'est absolument pas prévu qu'on y emménage. Par contre, le sud-ouest, Hossegor et sa région, à tout moment on part. Je rigole un petit peu, mais on a vraiment envie de... Je sais pas, ça nous trotte dans la tête, on verra. J'ai reçu 2 questions de personnes différentes mais qui se rejoignent un petit peu. La première c'est livre/film préféré et la deuxième c'est quelle lecture t'a le plus marqué. Je me suis dit que j'allais faire du 2 en 1 puisque ça rejoint un petit peu les livres. C'est marrant d'ailleurs parce que je parle pas énormément de livres ou de lecture en général, même si j'aime beaucoup ça, mais c'est une question qui est intéressante. Concernant mes films préférés, à chaque fois j'ai toujours un petit peu de mal, mais j'en ai quand même un qui ressort systématiquement, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Comme je disais, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cet attrait particulier pour cette vie de ranch, et du coup forcément l'histoire se passe en majorité dans un ranch, mais aussi je pense que c'est l'aspect thérapeutique en fait du cheval. En gros, c'est une jeune fille et son cheval qui, suite à un accident, en fait la mère de cette jeune fille les emmène dans un ranch pour soigner le traumatisme du cheval et indirectement aussi de la jeune fille. Du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, hein. C'est pas pour rien que je travaille avec les chiens et leurs maîtres aussi. Et j'aime tout autant les chevaux. En plus de ça, ça se passe dans un décor qui est incroyable. Et je sais pas, il se passe un truc dans ce film. Peut-être que c'est dû à Robert Redford que je trouve particulièrement beau. Ça me fait penser à Brad Pitt, et Brad Pitt c'est vraiment mon crush numéro 1 en termes d'acteur. J'en ai jamais eu comme ça, mais lui, je reste bloquée dessus, je sais pas pourquoi. Et Robert Redford, franchement d'ailleurs, regardez si ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais regardez quand même une photo de Robert Redford jeune et Brad Pitt jeune, c'est incroyable, c'est des sosies. Regardez, vous me direz, mais je trouve qu'ils se ressemblent énormément. J'ai pas forcément d'autres films qui me viennent tout de suite en tête, peut-être Eat, Pray, Love avec Julia Roberts. En fait, c'est le genre de film, aussi bien l'un que l'autre, qui pousse un petit peu à réfléchir et qui se finissent bien. Moi, j'aime pas les trucs qui font stresser, d'horreur. J'aime bien les films d'action, mais quand je sais que tout est sous contrôle, type James Bond. Mais les films en général qui ont une certaine morale, qui poussent à réfléchir, ou alors certains films parfois qui me donnent une espèce d'énergie hyper boostante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas du tout mon film préféré, mais par exemple, le film c'est Wonder Woman, je crois, avec Gal Gadot, si je dis pas de bêtises. Elle a un côté badass et quand on finit ce film, on a l'impression qu'on va tout défoncer et j'aime trop cette sensation. Ouais, je pense que je vais donner ces 2 films puisque je galère un petit peu, je vous avoue. Donc je m'arrête là et on passe au livre. Concernant les livres, c'est une fiction, mais c'est vraiment un livre... Honnêtement, je me suis demandé si c'était pas réel, enfin si c'était pas inspiré d'une histoire vraie, puisque le personnage principal est incroyable. Ça s'appelle La cuisinière d'Himmler, de Franz-Olivier Gisbert, j'espère que je le prononce bien. Incroyable ce livre. Franchement, pareil, je veux pas vous le spoiler non plus, mais ça touche aussi à l'histoire, chose que j'aime énormément, Seconde Guerre mondiale. Il retrace en fait la vie d'une personne âgée qui a vécu tous les drames du XXe siècle, plein de guerres différentes. Elle est arménienne donc elle vit la partie génocide, puis ensuite Seconde Guerre mondiale, enfin il se passe plein de trucs au milieu. Et elle aussi, elle a un côté badass. On finit ce livre et ça donne une énergie pour, je sais pas, pour attaquer la journée, tout simplement. Non mais pour se lancer à corps perdu dans ce qu'on a envie de faire et de croire à fond en ses rêves, etc. Je veux pas vous spoiler non plus, et d'ailleurs ça m'a donné envie de le relire, ça fait quelques années que je l'ai pas lu. Mais pareil, si vous manquez d'une lecture pour cet été, n'hésitez pas, en plus il coûte 7-8 euros en livre de poche, il est incroyable, vous m'en direz des nouvelles. Une autre question est, combien de temps est-ce que ça t'a pris pour faire de nouveau confiance à un homme après les violences conjugales ? Quand j'ai lu cette question pour la première fois, je me suis dit mais en fait, j'en ai aucune idée. Et puis j'y ai réfléchi un petit peu. Pour le coup, celle-ci, je m'y suis attardée plus. Je dirais que c'est un ensemble de choses. À la fois, c'est un travail personnel. Donc si on a vécu ce genre de relation, c'est prendre le temps, le recul, ne pas se mettre d'œillères et ne pas faire par exemple l'autruche ou alors du cache-misère en se disant c'est bon, ça va passer, c'était un mauvais coup de chance, etc. Mais plutôt se dire ok, il s'est passé ça, pourquoi il s'est passé ça ? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour justement continuer à avancer ?
et quelles sont aussi les choses que je ne veux pas, et repérer un petit peu des signaux qui pourraient vraiment nous dire attention, danger, faire confiance vraiment à son instinct, et s'il y a quelque chose qui nous paraît pas normal, ne pas hésiter à en parler. Moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et j'ai prévenu un petit peu mes sœurs et mes amis proches en leur disant si je rencontre quelqu'un, s'il y a quelque chose qui me perturbe, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de poser la question même si c'est tout bête, mais j'ai besoin de savoir si ma peur ou ma crainte est justifiée ou pas. Est-ce que c'est moi qui m'emballe ou alors qui panique parce que ça me réveille un traumatisme ou alors une mauvaise expérience, ou alors est-ce que c'est vraiment justifié? Je pense que là, ça passe vraiment par là, c'est la communication, ne pas hésiter à en parler à son entourage et ne pas garder tout pour soi en se disant c'est bon, je vais analyser et gérer la situation par moi-même. Si on a un doute, on en parle, on voit la réaction des autres et en fonction on avise. Après, la confiance, et ça pour toute relation, ça prend du temps. Et en faisant ce travail en fait en amont et ou en parallèle, comme je disais, on apprend à repérer un petit peu les signaux et à repérer si une situation est saine ou pas. S'il y a le moindre doute et on ne sait pas si la situation est saine ou elle paraît un petit peu louche, protégez-vous, soyez sur vos gardes. Si au contraire vous sentez que la situation est saine et que vous avez en face de vous quelqu'un qui est apte à comprendre, qui est sensible et qui entend les choses, n'hésitez pas à communiquer, c'est vraiment la base. Il y a après un équilibre à trouver. L'idée, c'est pas non plus de, évacuer toutes ces craintes et ces doutes sur l'autre qui, d'une certaine façon, n'a pas complètement à subir notre passé. Et en même temps, on est aujourd'hui qui on est grâce à notre passé. À cause ou grâce, je sais pas exactement, mais j'ai envie de dire grâce, puisque on va rester dans un esprit qui est optimiste. Faites le tri avec vos proches ou vos amis, vos frères et sœurs, etc. sur les petites craintes qui peuvent vous questionner. Comme je disais, en fonction, vous avisez. Et pour les plus grosses craintes, n'hésitez pas à en parler à la personne concernée. Moi, par exemple, dans la relation dans laquelle je suis actuellement, c'était primordial pour moi de dire si jamais j'ai un doute ou une question, je communique là-dessus. Ça a vraiment été quelque chose que j'ai mis en place et c'était hyper contre nature. Mais ça m'a aidé justement à construire ma confiance en moi et en lui aussi. Et si par exemple, je sais pas, j'avais un doute ou alors j'avais une crainte ou une peur, j'hésitais pas en fait à faire preuve de vulnérabilité en disant je suis désolée, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin que tu m'éclaires, que tu me dises ce qu'il en est exactement pour pouvoir justement avancer de façon plus sereine. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aborder la situation avec beaucoup d'humilité, en n'hésitant pas à dire à l'autre que vous êtes conscient, que c'est peut-être exagéré comme question, et dire est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'expliquer cette situation. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est sain, qui est intelligent, qui est sensible, il saura vous rassurer, il saura vous donner les éléments. Au départ, comme je disais, c'est un peu contre nature, c'est pas forcément évident, mais on a dû me tirer les verres du nez plus d'une fois, mais ça vient avec le temps. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Mais c'est toutes ces petites choses et ces situations qui font qu'avec le temps, vous arrivez à refaire confiance, à être plus à l'aise, etc. Ça passe aussi beaucoup par la confiance en soi, donc c'est important de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, et encore une fois, se protéger si vous sentez que vous n'êtes pas dans une situation qui est claire ou saine. Question suivante, tu faisais quel métier avant? Comment as-tu géré la transition vers le fait d'être solo? C'est marrant parce que ça résume un petit peu cette année pour moi. Quel métier je faisais avant? Je travaillais dans la communication digitale avec mon père, mais j'ai avant ça travaillé dans une agence de communication marketing digital. J'explique tout ça, je détaille un petit peu dans le premier épisode où je raconte mon parcours, mais ces dernières années, et ça s'est imposé à moi de façon un petit peu naturelle, on va dire, j'ai beaucoup été dans le digital, les réseaux sociaux, etc. Avant même de les utiliser pour moi-même, je le faisais du coup pour les autres ou alors je réalisais des campagnes de pub. Ça m'a vraiment permis de développer une certaine créativité justement sur les réseaux, sur le digital. Et ouais, je pense que ça m'a mené aussi vers ce que je fais aujourd'hui. Et la transition vers le fait d'être solo, c'est marrant, enfin c'est pas marrant, mais en fait ça fait longtemps que j'y pense. Ça m'a pris un petit peu de temps avant d'être prête. Et une chose qui m'a vraiment permis en fait de faire cette transition, et je pense que c'est pour moi le plus important, c'est d'être en sécurité d'un point de vue financier. J'avais un CDI avant, on a fait une rupture conventionnelle, du coup j'ai pu toucher le chômage et c'est ce qui m'a permis de vivre aussi toute cette année. Maintenant mon activité avec les chiens se développe, mais après que je sois partie, j'avais beaucoup d'angoisse, donc j'avais besoin de temps pour moi, de temps pour me reposer, m'occuper de moi aussi. C'était d'ailleurs la première chose que je voulais faire avant de vraiment lancer mon activité d'auto-entrepreneur. Mais souvent c'est vraiment le point numéro 1 ou l'aspect qui peut faire le plus peur et qui est pour moi le plus important, c'est est-ce que vous êtes apte financièrement à pouvoir vous lancer solo sans vous mettre une pression de fou? Parce que
peu importe ce que vous allez faire, si vous n'avez pas le côté financier, si vous avez des impératifs, etc., qui est assuré, vous risquez de vous lancer dans votre nouvelle activité ou votre nouveau projet, peut-être pour les mauvaises raisons. Alors évidemment, tout dépend de ce que vous faites d'ailleurs, mais souvent c'est à but lucratif si on a envie de se lancer en tant qu'indépendant ou lancer une société ou autre. C'est aussi pour pouvoir gagner sa vie, sauf si vous avez un autre but non lucratif, mais dans ces cas-là c'est une autre conversation. Mais je parle vraiment de, j'imagine, c'est ce que tu veux dire, se lancer dans une activité qui permet de gagner sa vie. Si on n'est pas assuré d'un point de vue financier, ça peut vraiment, vraiment mettre une pression de fou. Et sous la pression, alors ça va dépendre de certaines personnes, il y en a qui fonctionnent très bien sous la pression. Me concernant, ça fonctionne pas. Au contraire, ça va plutôt m'angoisser et me bloquer plus qu'autre chose. Et donc du coup après, c'est un cercle vicieux et ça fait qu'augmenter en fait cette pression et cette énergie négative. Alors que là, je savais que j'avais au moins le minimum qui était assuré, que j'allais pouvoir payer mes factures tous les mois et que le reste c'était que du plus. Ça m'a vraiment permis en fait de prendre le temps de faire les choses correctement. Ce qui peut être intéressant aussi, si jamais tu as le temps et la possibilité de le faire, de commencer ton activité solo en parallèle de ton activité actuelle. Ça peut être un bon moyen aussi de tester des choses, savoir ce qui t'intéresse, de mettre des projets en place et voir ce qui peut prendre. Peut-être que ça peut te donner un petit peu d'élan en fait pour te lancer ensuite. C'est quelque chose qui me semble aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider, te donner quelques idées pour te lancer justement et très bonne continuation dans ton projet. La dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment sait-on que nous sommes dans la bonne direction ? Je dirais que c'est un ensemble de choses et ça passe, en tout cas pour moi, vraiment par des sensations, surtout physiques. J'ai appris avec le temps en fait à vraiment écouter mon corps, écouter mon instinct. Quand je dis sensations physiques, c'est par exemple si quelqu'un me propose de faire quelque chose ou si on est dans un groupe et certaines personnes ou la majorité veulent aller manger là ou faire ci, je ne sais quoi. Et je suis pas forcément en accord, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, mais voilà, esprit de groupe, on suit. Mais je sens qu'au fond de moi c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire ou alors qui n'est pas forcément bon pour moi. Parfois ça peut juste être un certain stress ou appréhension et une fois ce stress passé, je suis très contente de l'avoir fait. Mais à certains moments cette sensation reste et je pense que c'est important d'arriver à l'écouter. Et par sensation j'entends, on peut avoir la gorge nouée ou alors un nœud dans le ventre ou une sensation générale un peu de quelque chose de désagréable. Ça peut être notre corps tout simplement qui exprime le fait que c'est pas forcément bon pour nous et peut-être qu'on n'est pas sur la bonne direction. Parfois ça peut être aussi juste la frustration qui parle, il faut apprendre à la gérer, à passer au-dessus, mais parfois cette sensation dure et je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut faire attention. Une personne que j'apprécie beaucoup dans mon entourage m'avait donné cet exemple. La vie c'est un petit peu une route et parfois on voit des panneaux, des avertissements. Et c'est important quand on en voit, et ça peut encore une fois juste ces sensations physiques être un avertissement, de se poser les bonnes questions en se disant ok, je sens tout ça, je vois cet avertissement, est-ce qu'il est justifié? Dans ces cas-là, on avance ou alors on fait une pause, on revient en arrière ou on arrête ce qu'on est en train de faire. Après peut-être que parfois on ressent pas justement ces sensations physiques, mais à partir du moment où on est conscient de tout ça, c'est vraiment la première étape. Et il faut aussi trouver l'équilibre entre se laisser vivre les choses, et parfois on se trompe et ça peut arriver, c'est pas grave, et en même temps se poser trop de questions. Moi je sais que j'ai tendance à me poser un petit peu trop de questions, et du coup je m'empêche en fait de vivre certaines choses. C'est un équilibre à trouver qui est pas évident, hein. Moi, je le cherche tous les jours cet équilibre. Mais voilà, pas s'empêcher de vivre des choses et en même temps être conscient tout au long du chemin et du processus et prendre le temps de s'écouter. Et de toute façon se dire qu'on n'a pas toutes les réponses et que c'est que le temps qui nous dira en fait si jamais c'était une bonne direction ou pas. Et même pour mon parcours ça a toujours fonctionné comme ça, même si s'il y a des moments dans ma vie où je me sentais pas forcément à ma place, en se posant ces questions là et en avançant petit à petit avec le recul en fait, tout ce que j'ai fait me mène à ça, soit parce que ça nous a permis d'acquérir des connaissances ou alors ça nous a permis de rencontrer des personnes qui nous ont apporté des choses, parfois c'est juste pour un temps puis ces personnes après s'éloignent de notre vie et sur le moment c'est difficile de relativiser mais justement se rappeler ça, se dire je fais confiance à la vie, je fais confiance au temps et si je suis là où je dois être aujourd'hui, je prends tout ce que j'ai à apprendre de cette situation et ça veut dire que c'est pour m'emmener vers un but final et parfois on n'en a même pas conscience mais par étapes en fait on arrive justement à, ça peut être un rêve, un projet ou alors juste en s'écoutant et en apprenant à nous connaître nous-mêmes, ça nous amène vers un chemin en fait qui du coup est bon pour nous. Donc du coup pour résumer, la première étape pour moi c'est vraiment de prendre conscience de tout ça, de ces sensations, faire des pauses régulières avec soi-même, se poser des questions en disant ok, est-ce que là où je suis c'est bon pour moi ?
faire une balance un petit peu des pour et des contre. Si jamais il y a plus de contre, trouver une autre solution, voir ce qui pourrait être meilleur, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer ou arrêter. Si c'est pour, on continue, même s'il y a des contre. C'est comme ça aussi que fonctionne la vie, hein. De toute façon, tout peut pas être rose. Mais s'il y a une majorité de pour, ça va nous emmener progressivement, en se posant les bonnes questions, vers quelque chose qui sera bon pour nous. Et donc du coup, on sera sur la bonne direction. Je suis un petit peu... Je suis perturbée parce que c'est l'instant Jeep du podcast. Je crois que ça va devenir une habitude, hein. Mais là, il est couché. Et vous savez, les chiens, quand ils sont couchés sur le côté, parfois, ils ont la gueule un peu ouverte. Alors parfois, il y a la langue qui sort. Sauf que là, c'est ses dents. Et je vois toute cette petite dentition. Comme s'il souriait. Je vais essayer de prendre une petite photo discrètement. C'est trop mignon. Ok, c'est bon, j'ai pu prendre la photo, donc si vous voulez voir de quoi je parle, je vous la posterai sur Instagram. Du coup, ça m'a complètement perdue, et je sais plus ce que je disais. Et c'est aussi la spontanéité de ce podcast. Mais je pense que j'avais à peu près tout dit, et j'ai pas envie de me répéter. Du coup, on va clore cette partie FAQ. Merci pour toutes vos questions, c'était super intéressant. Et j'en referai d'autres. N'hésitez pas non plus, si d'autres questions vous viennent petit à petit, à m'envoyer un petit mot, et je les noterai pour le prochain épisode FAQ. Pour cette dernière partie, j'ai envie de vous lire une histoire. C'est une petite histoire avec une morale que je trouve très intéressante, notamment pour la confiance en soi et la vision qu'on peut avoir de soi-même. La voici du coup. Un père dit à sa fille : « Tu as fini tes études. Voici une voiture que je t'ai achetée il y a quelques années. Mais avant que je te la donne, va voir au parc de la ville, vois combien il t'en propose. » La fille est allée au parc, est revenue chez son père et lui dit : « Ils ont offert 1 000 € car ça a l'air très usé. » Le père a dit : « Va voir le prêteur sur gage. » La fille est allée chez le prêteur sur gage, retourne chez son père et lui dit : « Le prêteur sur gage a offert 100 € parce que c'est une très vieille voiture. » Le père a alors demandé à sa fille d'aller dans un club automobile de passionnés. La fille a emmené la voiture au club, est rentrée et a dit à son père : « Certaines personnes dans le club m'ont offert 100 000 € parce que c'est une voiture rare, qui est en bon état et difficile à trouver. » Le père dit : « Je voulais que tu saches que tu ne vaux rien si tu n'es pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas apprécié, ne soyez pas en colère. Cela signifie que vous êtes au mauvais endroit. Ne restez pas dans un endroit où personne ne reçoit votre valeur. » Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression que ça devient une habitude. Elle répond, enfin du moins c'est en lien avec la dernière question. J'ai pas forcément grand chose à dire puisque tout est dit, et je trouve cette morale très intéressante et très vraie. Et c'est à relire régulièrement, si jamais parfois vous doutez peut-être de votre valeur. Demandez-vous si vous êtes au bon endroit, si vous êtes apprécié par les bonnes personnes, et puis en fonction, continuez. Ou alors vous pouvez faire évoluer les choses pour trouver une meilleure direction, faire juste quelques ajustements pour changer en fait des petites choses qui pourraient faire que vous vous sentez mieux et vous vous sentez du coup plus à votre place là où vous êtes. Ce sera tout pour moi pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai du coup maintenant une longue soirée de montage qui m'attend. Merci beaucoup pour vos petits mots et votre soutien, ça me touche énormément. Comme d'habitude, si vous avez des retours ou des ressentis, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous.